m'appelle Nejma Travaglini, je suis cofondatrice et CEO de Knowledge. Pour ceux qui ne connaissent pas, Knowledge, c'est une start-up française, une EdTech, qui est spécialisée dans l'IA générative. Et on a commencé il y a 5 ans, bien avant l'ouverture de ChatGPT au grand public. Et à l'époque, on développait nos propres modèles. Et on a développé une IA en co-développement en réalité avec les enseignants pour pouvoir faciliter la préparation de cours, l'évaluation de façon automatique, c'est-à-dire qu'on va venir automatiser certaines tâches dans la conception pédagogique. Alors, pour cette conférence, j'ai avec moi 2 invités de qualité que j'adore. On a Mathilde, que j'ai rencontrée il y a peut-être un an, et j'ai eu la chance d'aller dans sa classe, et Alain Goudet, qui est directeur innovation de Noma Business School, avec qui on échange beaucoup sur quel est l'avenir de nos élèves, de nos étudiants, comment on arrive à s'adapter aujourd'hui à l'IA, tout en sachant que on peut maintenant, après 2 ans, faire un peu le constat des activités IA dans l'éducation. Ce que je vous propose, c'est de débuter avec une démonstration d'une IA pour l'enseignant, qui a été développée aussi en bonne intelligence avec les enseignants, et comment est-ce qu'on a voulu, nous, garder, on parle beaucoup d'avoir des IA qui sont très centrées sur l'humain, comment on a voulu garder justement l'humain dans la boucle, dans la conception pédagogique. C'est un exemple, finalement, de comment est-ce qu'on utilise l'IA dans l'éducation, et on aura ensuite le témoignage de Mathilde, et on discutera également avec Alain. On posera les questions difficiles qu'on nous pose au quotidien et qu'on se pose aussi en tant qu'expert au quotidien. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la plateforme Knowledge. Concrètement, qu'est-ce qu'on permet de faire? On permet de transformer de la ressource en activité pédagogique en l'espace de quelques minutes. Ces activités-là, on parle de quiz, de flashcards, de PowerPoint, tout un tas d'activités qui vont vous permettre d'animer vos cours et de préparer vos cours. Alors, là, vous voyez, j'ai cliqué sur un petit bouton, créer un module, et on entre dans un tunnel de conception pédagogique. Dans ce tunnel de conception, on a 3 étapes. La première, une étape extrêmement importante, puisqu'on va aller sélectionner les ressources, sur les ressources qui vont servir de base de création pour l'IA. Donc ça peut être du texte, de la vidéo, de l'audio. Je peux partir, par exemple, d'un PDF, d'une vidéo sur les fluides, d'un PDF sur les sujets de géographie, et un autre PDF sur la pression dans un fluide. Donc ces 3 médias, ces 3 ressources que j'ai sélectionnées en amont vont permettre à l'IA de générer les activités. Donc on va venir lire le contenu, le décomplexifier, le segmenter et aller récupérer les informations les plus importantes. Je peux partir d'une vidéo de 2 heures, comme je peux partir d'un PDF de 250 pages et de différentes langues aussi. Je passe à l'étape 2. Je précise quand même, pourquoi est-ce qu'on part de contenu? C'est comme ça qu'on évite les phénomènes d'hallucination, les erreurs qu'on peut retrouver dans les IA, puisqu'on ne va pas chercher d'informations à l'extérieur. Je passe donc à l'étape 2, qui est optionnelle, et qui va permettre de guider l'IA et d'être au plus proche des besoins de vos élèves. Donc on a toutes les langues européennes, plus des langues asiatiques. Les objectifs pédagogiques pour guider l'analyse de l'IA. Là, je suis partie de 3 ressources. Il faut que je donne des indications à l'IA pour avoir des contenus qui sont appropriés. On a ensuite les mots-clés. Ce sont en réalité les thématiques qui ont été détectées dans les documents que j'ai mis à la première étape. Vous voyez déjà, dans la première et la deuxième étape, il y a déjà une phase d'analyse. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour guider. Encore une fois, dans le contenu, tout ne m'intéresse pas. Donc je vais être au plus proche de mon besoin. On a ensuite différents niveaux de difficulté qui correspondent à des niveaux de difficulté sur l'engagement cognitif et aussi des outils d'inclusion qu'on a développés suite à nos expérimentations dans les différentes académies. On a le FALC, le facile à lire et à comprendre, qui va permettre de vulgariser le contenu. Et Cantou, vous allez le voir plus tard, c'est pour tous les élèves ou étudiants avec des troubles 10, on va pouvoir adapter le contenu. Étape 1, je sélectionne les ressources. Étape 2, je guide l'IA pour avoir des activités au plus proche de mes besoins. Étape 3,
je sélectionne les activités dont j'ai besoin pour animer mon cours, pour préparer une formation. Donc on a 3 catégories d'activités. On a ce qui relève des supports de cours, dans lesquels on va retrouver le glossaire, le résumé, on va retrouver un plan. Ce qu'on appelle un cours, qui est en réalité une nouvelle ressource qu'on crée à partir des contenus que vous avez mis en entrée, et le guidage que vous avez donné à l'IA. On a un PowerPoint, on a ces grandes nouveautés, un PowerPoint qui se transforme en vidéo avec une voix off, et une mind map. On a ensuite les exercices interactifs, vidéos interactives, flashcards, glisser-déposer, etc. Toutes les activités que vous retrouvez dans vos plateformes e-learning. Et on a également le tuteur apprenant, c'est un agent conversationnel que l'enseignant, le formateur, l'expert génère lui-même et qui repose exclusivement sur le contenu que vous avez mis en entrée. Et ce tuteur conversationnel va pouvoir être partagé aux élèves. Vous sélectionnez ce que vous souhaitez. Moi, je sélectionne tout là et on passe à l'étape suivante. Alors, on a pris du retard, donc je vais vous montrer le résultat final. En l'espace de quelques minutes, vous allez donc vous retrouver avec toutes ces activités. Un plan qui va vous permettre à l'enseignant de segmenter son cours sur sa plateforme LMS, par exemple. On a donc le PowerPoint que nous avons généré, qui repose sur les contenus mis en entrée. Et dans ce PowerPoint, on a également un script pour aider l'enseignant. On a ensuite la présentation vidéo. Donc là, on a généré un PowerPoint. Et en plus d'avoir généré le PowerPoint à partir des contenus que nous avons mis en entrée, on va venir ajouter une voix off pour présenter le contenu. J'ai beaucoup fait ça à la fac pendant le Covid. Je suis sûre que d'autres personnes dans la salle ont dû faire ça. On s'est amusé à faire des PowerPoint où on se filmait et on parlait pour les étudiants parce qu'on ne pouvait plus aller en classe. Et donc là, on ne l'entend pas, mais on a une voix off qui fait la présentation. On a ensuite les cartes mentales, un glossaire, un résumé avec un abstract, les points clés, un résumé détaillé, et la transcription. Je précise, tout ce que vous voyez à l'écran est entièrement modifiable, complètement modifiable. L'enseignant peut tout modifier à tout instant. On a aussi la vidéo interactive, c'est-à-dire qu'on est venu ajouter des grains d'interaction dans la vidéo. C'est ce qu'on voit ici, des petits grains. Section de fluide, je sélectionne, j'ai une définition. En fonction des paramétrages que vous avez mis en entrée, le contenu va être vulgarisé ou complexifié en fonction du public. On a ensuite des flashcards. Voilà. Ça paraît très simple, hein, mais en réalité, c'est effectivement très simple, mais surtout très efficace. Ça repose sur le retrieval practice. Je m'auto-questionne. Je donne une définition de qu'est-ce que c'est que le gaz, je génère la réponse et je me corrige si j'ai faux. C'est extrêmement efficace pour les apprentissages, c'est très simple. Donc on a les flashcards, on a des quiz, des glissés-déposés avec des questions à choix multiples. Et vous voyez, tout est modifiable et éditable. Je peux me dire ici, c'est super, mais je ne l'utiliserai pas en flashcard seulement dans un quiz, et j'enregistre les modifications. Et ensuite, on a les mots croisés, les mots mêlés, les ateliers de réflexion et surtout ce tuteur avec lequel je vais pouvoir interagir. Quels sont les points essentiels à retenir dans mon cours, par exemple. Et je vais pouvoir lui demander de me poser des questions, etc. Donc ça, c'est un tuteur, un agent conversationnel qui a été créé par un enseignant et qui va pouvoir être partagé aux élèves. Toutes les activités que vous voyez ici sont ensuite partageables sous différents formats. C'est des termes un peu barbares, mais tout simplement, c'est des formats qui sont compatibles avec les plateformes qu'on utilise au quotidien. Et donc, les élèves, les étudiants ne viennent pas sur notre plateforme. Tout ce que vous créez ici, c'est intégré directement sur votre plateforme Moodle, Elea, qu'importe la plateforme LMS. Donc voilà, c'est une démo rapide,
mais ça vous donne une idée de ce qu'on fait, de ce qui est possible avec l'IA. Et encore une fois, vous remarquerez que le choix qu'on a fait, je le précise, et très peu le savent, mais au départ, on avait un outil qui était plutôt en direct avec, avec les utilisateurs, où on n'avait pas l'humain dans la boucle. Très vite, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces étapes où, à tout moment, l'enseignant, l'expert peut modifier, ajuster le contenu. Et c'est là où on voit une acceptation, aussi une adoption de la technologie qui est très forte. Et c'est pas un détail, on en discutera justement, Mathilde pourra donner son témoignage. Mais voilà, je prendrai vos questions à la fin de la table ronde, mais ça nous donne un petit peu de matière. Je vais commencer avec toi, Mathilde, parce que j'ai eu la chance d'être invitée dans ta classe, où j'ai pu voir comment de façon exceptionnelle, j'ai été bluffée. On est entrepreneur, on travaille, etc. Mais là, je suis ressortie de cette journée, j'étais complètement rincée. C'était incroyable. Tu fais des groupes de travail avec les gamins. Certains sont sur les écrans, d'autres ne le sont pas. Comment, aujourd'hui, tu utilises les IA, tu utilises la tech pour t'aider dans la différenciation pédagogique? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment est-ce que tu fais ça en classe avec les gamins aujourd'hui? Oui. Alors en fait, j'utilise un plan de travail où les élèves savent les différentes activités qu'ils doivent pratiquer pendant les séances. Et certains vont utiliser des ateliers à manipuler et ensuite ils vont pouvoir vérifier grâce à l'ordinateur sur leur parcours numérique s'ils ont correctement intégré les notions que je voulais. Ils vont s'entraider. Donc l'objectif, c'est de varier le plus possible les supports pour répondre aux besoins particuliers de tous les élèves. Certains ont des troubles 10, donc ça nécessite des adaptations. Grâce à le knowledge, ils peuvent accéder directement à Cantu, qui va transformer et adapter pour les élèves qui ont une 10. Ouais. Et sur la partie inclusion, c'est un vrai sujet. Nous, typiquement, c'est une activité que je ne vous ai pas montrée, mais on a Cantu. C'est une entreprise française qui a développé une solution qui permet d'ajuster, par exemple, la taille du texte dans les activités qu'on génère. Quand j'ai été dans ta classe, tu avais énormément de gamins qui étaient avec des troubles 10. Et certains même ont besoin d'une aide, en réalité, en présentiel. Mais l'aide n'est pas forcément là. Et c'est toi, l'enseignante, qui gère cette complexité. Oui. En fait, j'enseigne en Seine-Saint-Denis en éducation prioritaire. Donc, près de la moitié de mes élèves ont des besoins particuliers. Il n'y a pas forcément d'accompagnement d'AESH. Du coup, j'essaie de trouver des solutions pour pallier à ces difficultés, essayer de m'occuper de chacun d'eux. Et en fait, l'utilisation de l'IA, ça me permet de différencier, ça me permet aussi la création des parcours numériques. Permet aux élèves de reprendre à la maison s'ils n'ont pas terminé. Ça permet aussi aux familles de voir concrètement ce qu'on fait. Parfois, les familles font aussi les parcours à la maison avec les élèves. Et puis, je peux mettre tous les entraînements en ligne pour les évaluations, puisque Knowledge permet de créer tout ça à partir de mes contenus. Pour les élèves allophones, c'est aussi possible parce qu'il y a un traducteur intégré. Ça rend vraiment accessible à l'ensemble de mes élèves et c'est pas que du numérique. Hein. Il y a du numérique, mais il y a aussi des choses très habituelles, des exercices avec le cahier. Voilà. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant en allant dans sa classe, c'est qu'on s'imagine, en tout cas. C'est ce que je m'imaginais, c'est on utilise une technologie et en fait c'est presque la technologie qui devient un peu un outil. Voilà, donc là c'est un outil, pour toi c'est vraiment un outil puisque de toute façon il y avait des gamins sur les tablettes et d'autres qui étaient devant du papier, qui avaient imprimé les mots croisés et les flashcards et qui travaillaient en direct. Oui, les flashcards, il y a deux formats. Il y a le flashcard numérique, mais ils doivent aussi faire leur propre flashcard à la main, décoré. Et les deux, en fait, se complètent parfaitement. Ouais. Il y a pas mal d'études qui remettent... Enfin, la grande question, malgré tout, je ne l'ai pas dit en préambule, mais la question qu'on se pose de plus en plus et qu'on nous pose de plus en plus, c'est vraiment comment on prépare ces générations futures à l'IA quand en réalité, c'est une technologie qui avance extrêmement vite. Et nous, on l'a observé dans notre activité en tant que EdTech.
on avait des data scientists qui entraînaient les modèles et aujourd'hui on leur demande de prompter. Donc déjà nous, en moins de 5 ans d'activité, on a déjà transformé nos métiers en direct pour notre activité. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, j'avais cette question d'une gamine qui m'a demandé, mais qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui à l'école si je veux travailler, me préparer au monde de l'IA qui arrive? Et on avait du mal à lui répondre à cette gamine. Et là, je me tourne vers toi, Alain, parce que tu es plutôt du côté du supérieur. Et justement, donc on a le collège, le lycée, puis parfois les classes prépa, puis ensuite le sup. Quelle est la compétence, quelle est la compétence que vous vous attendez à avoir chez ces gamins qui sortent du SCO et qui arrivent dans le sup pour se préparer au mieux justement à ce monde d'IA qui va extrêmement vite et qui bouleverse tout? Alors, bonjour à tous, merci pour la question. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les organisations, qu'on soit dans le monde scolaire, universitaire ou dans le monde professionnel, toutes les organisations découvrent un peu cette technologie et les usages en fait qui vont derrière. Ce qui fait qu'on vit une période assez étrange où finalement il y a énormément de questions et pour ainsi dire il y a assez peu de réponses, y compris dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, en tant qu'établissement supérieur à Neoma, l'objectif, c'est de former mes étudiants au monde de l'entreprise et au monde du travail. Et effectivement, quand on s'interroge du coup un peu sur les compétences attendues par les entreprises, on peut regarder les rapports habituels. Prenez le dernier rapport du Forum mondial de l'économie. Ils vous disent le truc assez classique. Il faut le mouton à 5 pattes, aussi à l'aise sur des capacités analytiques, que sur des capacités émotionnelles, empathiques, que sur des capacités créatives, que sur des capacités langagières, etc., etc. En fait, bref, il faut un peu toutes les compétences. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder finalement quelles sont les grandes questions qu'amène cet usage de l'IA par nos élèves ou par nos étudiants. Moi, aujourd'hui, je constate qu'on va avoir deux types de profils. Un premier type de profil qui va plutôt aller vers l'usage de ces technologies, finalement, pour répondre très rapidement, de manière assez moyenne, à un objectif assez basique, c'est avoir une note qui lui permette de valider. Bon, si c'est ça notre job en tant qu'enseignant, que ce soit dans le scolaire ou le supérieur, je pense que c'est assez limitant. Et qu'on a un vrai sujet, effectivement, cette fois-ci plutôt culturel, et avec une vraie question qui, pour le coup, est légitime, c'est pourquoi je viens dans la salle de classe, pourquoi je viens à l'école, à l'université, dans les grandes écoles, et finalement, qu'est-ce que j'y apprends, pour faire quoi? Donc ça, c'est un peu le premier type d'élèves ou d'étudiants et qui amène ce type de questions. Le deuxième type d'élèves et d'étudiants que j'ai rencontrés, là je vous parle de retours très très concrets, c'est finalement plutôt des profils d'étudiants qui vont avoir comme démarche de prendre ces technologies et tout ce que ça offre pour finalement aller dans le temps d'apprentissage qui est imparti, qui est finalement le temps de cours. Donc nous, on fonctionne beaucoup par séquence de 30 heures sur un cours, etc. Dans ce temps-là, en fait, ils vont aller beaucoup plus loin. Ils vont explorer des sujets finalement qu'ils n'avaient pas forcément prévu d'explorer au départ. Et ils vont largement déborder en fait, des objectifs pédagogiques initiaux. Je vous donne un exemple très concret. Alors que je travaille dans une école de management, je me suis retrouvé face à des étudiants qui, en utilisant ces technologies, ont finalement fait un prototype de leur projet, prototype fonctionnel, avec de l'électronique, avec de la programmation, avec des capteurs, à assembler tout ça et à arriver le jour de la soutenance avec quelque chose qui fonctionnait et qui marchait. On serait cru dans une école d'ingénieurs. Bon, c'est ça que ça permet. Et on voit bien que du coup, là, on a un sujet en tant que communauté pédagogique qui est d'essayer évidemment d'avoir beaucoup plus d'élèves et d'étudiants du deuxième profil là, que je viens de décrire que du premier qui veut avoir une note le plus rapidement possible et en faisant le moins d'efforts possible. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse par rapport aux compétences, va y avoir des choses assez fondamentales. Moi, aujourd'hui, dans ce que j'identifie, il y a des choses du type des compétences empathiques. Aujourd'hui, on voit bien que le rapport à l'altérité, finalement à la contradiction, à la frustration, tant dans le scolaire que dans le supérieur, ça met en difficulté les gens, y compris d'ailleurs dans le monde professionnel. Quand vous exprimez que vous n'êtes pas d'accord face à quelqu'un, finalement les réactions sont de plus en plus intenses et un peu des fois étonnantes. Bon, je pense que là, on a un sujet effectivement d'accompagnement des jeunes générations sur ces sujets-là.
On a un deuxième sujet qui me semble assez compliqué, c'est la fameuse histoire. Alors, tout le monde parle de l'esprit critique. Il faut développer l'esprit critique. Génial, tout le monde dit ça, mais personne n'explique comment le faire. Et je pense qu'un des sujets, c'est quand même plutôt d'avoir des approches de type métacognition, c'est-à-dire en gros de permettre aux élèves, aux étudiants, de se connaître eux-mêmes, de savoir comment ils fonctionnent, de savoir comment ils réagissent, de savoir quelles sont leurs vraies forces finalement dans leurs apprentissages, mais aussi quels sont leurs vrais axes de progression. Et du coup, comment l'IA finalement va venir compenser et leur permettre de travailler en fait ces sujets-là. Et du coup, s'ils positionnent réellement ces technologies-là comme un outil d'apprentissage sur eux-mêmes et d'amélioration de leur propre pratique, là, quelque part, on aura un peu tout gagné, quoi. Merci beaucoup Alain, tu as évoqué pas mal de thématiques auxquelles on est tous confrontés. Il y a effectivement ce but de performance qu'on a tous connu parce qu'on est tous passés a priori par l'école. Et c'est vrai que souvent on apprend pour performer, pas pour apprendre. Et là déjà on sort de fait de ces questions de métacognition, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je ne maîtrise pas. Et aujourd'hui c'est un gros sujet parce que c'est un impact direct sur quel type d'évaluation on met en place, comment on sort justement de ce but de performance. Avec ce qu'on fait dans Knowledge, typiquement, la majorité des activités, c'est pour de l'apprentissage formatif. Les flashcards, on ne récupère pas d'informations sur la note, on ne cristallise pas l'erreur. Donc, on voit qu'il y a un changement dans les évaluations. Et je pense aussi à la question de la métacognition. Toi, Mathilde, tu m'as dit plutôt qu'en classe, tes élèves pensent que l'IA est bien meilleure qu'eux. Quand ils interagissent avec l'IA, ils se disent, en fait, l'IA est plus intelligent. Et donc, comment on fait une fois quand on te dit ça, qu'est-ce que tu leur dis à ces gamins ? Oui, au début, quand on demande quel usage ils en ont, quelle représentation ils ont, pour eux, l'IA, c'est plus intelligent qu'eux. Donc c'est quand même assez sidérant d'entendre ça, surtout s'ils s'en sont convaincus, ils ne risquent pas de développer leur intelligence et c'est ça l'objectif. Et en fait, je leur explique que l'IA, c'est comme un élève. Il faut lui donner des consignes, bien expliciter étape par étape et que ça va être un assistant, mais que l'IA peut faire énormément d'erreurs. Enfin, les IA génératives peuvent faire beaucoup d'erreurs. Et que, en fait, s'ils n'ont pas un savoir au préalable et qu'ils demandent à l'IA, il y a de fortes chances pour qu'ils n'aient pas une bonne réponse et que, en fait, l'intelligence humaine reste supérieure, mais qu'il faut vraiment développer son savoir, sa métacognition pour prendre du recul par rapport à ces outils-là. Est-ce que tu dirais que le fait d'interagir avec l'IA et de rencontrer les limites de l'IA lors d'un usage en classe, ça leur permet justement de se poser des questions, parler d'esprit critique. Est-ce que là, on a une émergence d'esprit critique dans ces activités-là ? Oui, alors j'utilise pas les IA génératives en classe avec les collégiens, plus avec des plus grands. Enfin, des fois, ils le font par eux-mêmes. Hein. Ouais. Donc, je les incite à essayer. S'il me faut un travail avec de l'IA, je ne vais pas du tout les gronder. Au contraire, je vais leur demander à voir comment ils ont prompté pour leur montrer comment améliorer ça. À force de travailler avec eux autour du numérique, ils ont bien compris que l'IA, ça va les aider à développer leur propre intelligence. Oui. Parce que l'erreur est devenue un levier d'apprentissage, parce qu'il y a tout ça à déconstruire, justement ce rapport à la note. On a une mauvaise note, on pense qu'on est mauvais. Et en fait, voilà, je me suis trompée, c'est ce qui va me permettre de développer mon intelligence. C'est cette erreur-là qui va me faire progresser. Et en fait, l'IA, comme ça permet vraiment de personnaliser l'apprentissage, les élèves, c'est comme s'ils avaient un petit prof particulier. Bon là, en l'occurrence, Knowledge, il n'y a pas d'erreur parce que c'est uniquement avec nos ressources et même le bot, il ne peut pas se planter puisque c'est forcément avec nos ressources, il n'y a pas de souci. Et en final, je pense qu'ils sont rassurés et qu'ils ont moins peur de l'IA. Il ne faut surtout pas qu'ils passent à côté en fait, de ce qui se passe, quoi. C'est ça, je pense que c'est... Alors là-dessus, nous, on a eu un wake-up call. On se rend vraiment compte qu'aujourd'hui, avec l'IA, les choses changent. C'est complètement disruptif, ça bouleverse les pratiques, pas seulement aussi dans les entreprises. Sur la question, justement, des IA génératives et de l'empathie, c'est intéressant parce que tu les prépares, c'est les futures générations qui arriveront dans tes écoles. Et on évoquait l'empathie. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant parce que donc l'intelligence artificielle simule l'intelligence humaine, et ce qu'elle sait très bien faire, c'est simuler l'empathie. Et c'est important déjà très tôt de pouvoir le préciser, parce que l'empathie, finalement, ça va venir activer des zones dans le cerveau aussi, des circuits qui sont extrêmement complexes, extrêmement profonds. Quand on est sur de l'empathie simulée, on n'active pas ces zones-là.
Et donc, on pourrait supposer, dans, je ne sais pas, peut-être 20, 50 ans, que ces zones du cerveau qui sont toujours sous la stimulation d'une empathie simulée, est-ce qu'elles ne vont pas tout simplement à un moment donné s'éteindre, s'atrophier et ne plus être vraiment actives ou s'activer quand on en a le plus besoin, alors que c'est la soft skills dont on a besoin pour les années à venir. Donc il y a un vrai sujet de prudence et de formation chez les plus jeunes pour leur faire comprendre que d'une part l'IA n'est pas forcément meilleure qu'eux, que c'est une intelligence qui est simulée et qui est donc artificielle, et surtout que la plus grande force qu'on a nous, c'est effectivement d'avoir encore d'être humain. Il y a des études qui ont prouvé pour la prise de décision que les émotions ont été très utiles, et ça typiquement c'est ce que n'a pas l'IA. De ton côté, Alain, sur l'évaluation, comment concrètement, j'imagine qu'il y a eu des sujets de triche, etc., comme dans toutes les structures, comment vous avez transformé, est-ce que vous avez transformé vos pratiques pédagogiques en ce qui concerne les évaluations, et si oui, comment? Alors, il faut avoir en tête qu'à Neoma, on a de la chance parce que finalement, on peut décider de la vision qu'on souhaite avoir et la stratégie qu'on souhaite avoir autour de ces sujets d'IA et de formation et le dérouler. Donc là, je risque de vous faire rêver un peu, mais concrètement, au sein de l'école, on a formé 10 000 personnes. Ça veut dire quoi, 10 000 personnes? Ça veut dire près de 85% de nos étudiants. Ça veut dire 90% de nos professeurs et à peu près 45% de notre personnel administratif. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a une vision assez simple, c'est qu'on souhaite développer un usage intelligent de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, c'est le chemin le plus dur, parce que ça nécessite d'accepter que les choses changent, que notre métier évolue, que les pratiques doivent changer, et notamment, du coup, on cherche à répondre à la question pourquoi je viens à l'école et à Neoma pour apprendre. Donc typiquement dans les éléments importants par rapport à l'évaluation, déjà, nous on considère que l'évaluation fait définitivement partie du processus d'apprentissage. C'est pas un truc sanction qu'on met à la fin, c'est une démarche réellement itérative par rapport au processus d'apprentissage. Deuxièmement, ça veut dire que parfois il pourra y avoir des évaluations avec le support et l'accompagnement et l'augmentation de l'intelligence artificielle, et d'autres évaluations sans. Et en fait, ça doit être complètement assumé, être complètement clair, et être très transparent pour les étudiants, pour les élèves, parce que sinon on a une espèce de brouillamini où on ne sait pas trop. Certains vont aller l'utiliser mais avoir le sentiment de tricher, d'ailleurs tu l'as dit toi-même dans ta question. D'autres vont finalement ne pas aller l'utiliser justement pour ne pas tricher, et il y aura une espèce de zone grise là où finalement tout le monde sera un peu perdu. Donc là-dessus, nous, la règle, ça a été de dire, en fait, on va mettre en place une réglementation très claire, intégrité intellectuelle. Si le prof ne spécifie rien, c'est réputé utilisable à Neoma, dans tout ce qui est demandé. Si le prof ne souhaite pas que ça soit utilisé, il doit le mentionner explicitement. Et si un de nos étudiants l'utilise, il doit le mentionner explicitement. D'accord? Donc tout ça doit être particulièrement clair. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut former à un usage intelligent des IA. Donc sur l'évaluation, un des trucs qu'on a constaté assez rapidement, c'est qu'en fait, beaucoup de nos étudiants, et c'est valable en fait pour beaucoup d'élèves et d'étudiants dans plein d'établissements, ont un usage naïf de ces sujets-là. Autrement dit, la demande, elle est assez basique. Je prends la question du prof, je la copie-colle et je regarde ce qui sort. Ils font tous ça. Comme on est sur un outil statistique et que globalement, les modèles sont à peu près entraînés de la même manière, les réponses sont à peu près les mêmes, sortent parfois à peu près les mêmes erreurs aussi, et finalement, c'est assez simple de repérer ces aspects-là. Donc du coup, évidemment, ça, on va sanctionner, parce que nous, c'est pas l'usage qu'on souhaite développer. Une fois encore, quand on dit un usage intelligent des IA, c'est pour aller au-delà de la réponse naïve à cause d'un prompt naïf. Il faut savoir prompter correctement, alimenter les éléments de contexte. Toi, tu l'as importé de manière très naturelle dans Knowledge, mais finalement, sur les plateformes, on va dire, plus grand public, c'est pas nécessairement si naturel que ça, que d'avoir ce cadre très très clair. Et après, malgré tout, vient la question du rôle de l'évaluation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite évaluer et quelle forme on va faire prendre à cette évaluation. Donc tout ça pour vous dire que, 1, l'usage de l'IA ne veut pas forcément dire tricher. 2, ça fait partie du processus pédagogique. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on mesure à travers cette évaluation. Et 3, du coup, il y a 1000 manières de faire aujourd'hui pour
y compris intégrer de l'IA dans le processus d'évaluation. Et là, évidemment, il faut être en capacité d'aller un petit peu plus loin que juste je demande une présentation sous forme de slide ou un document de mémoire ou je ne sais pas quoi. Il faut se reposer la question clairement de la mécanique. Puis 4, évidemment, il y a le rôle de l'oral. Moi, je crois à l'ère de l'IA, il y a quand même un énorme impact de redonner de la présence à l'humain, à l'échange entre humains. Et en tant que professeur, nous en tout cas au niveau de Neoma, si on a le moindre doute, on convoque en fait l'étudiant par rapport à son travail en lui posant une question très spécifique sur le passage sur lequel on a un doute, et ça permet de mieux évaluer finalement les réelles capacités et compétences de l'étudiant. Merci beaucoup Alain, je pense que c'est très intéressant de pouvoir t'entendre témoigner parce que vous avez quand même réussi à mettre en place une forme d'équilibre où c'est pas non plus tout est ouvert et on fait ce qu'on veut et c'est pas non plus on ferme les portes et puis en fait on n'utilise pas de l'IA. Donc il y a quand même une question, je dirais même presque d'agentivité, c'est on se responsabilise à la fois les enseignants, l'institution mais aussi les élèves en se disant de toute façon ils vont l'utiliser autant qu'ils l'utilisent maintenant. Et c'est vrai que pour des activités plus difficiles, t'évoquais, aujourd'hui on peut développer un site internet sans savoir coder, c'est assez incroyable. On ne le pouvait pas avant. L'autre jour, j'ai ma petite cousine qui me montre le design, donc elle s'est improvisée designeuse d'intérieur et elle a refait le design de sa chambre grâce à un outil IA. C'est assez impressionnant. Et donc il y a vraiment, c'est ce que vous tendez, c'est vers ce vers quoi vous tendez. Et du coup, il y a la question qui se pose quand même, c'est qu'on peut faire tellement de choses aujourd'hui avec l'IA. Mathilde, moi j'ai une question à te poser comme ça qui me vient, c'est pour quelle activité tu t'es dit, mais en fait, ça je peux pas déléguer à l'IA. C'est là où mon rôle d'enseignante où tu te sens aussi t'accomplir en tant qu'enseignante dans ta classe, même en utilisant de l'IA. C'est quoi est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est un geste d'enseignante voilà. Ça va être la construction de mes cours en fait. Enfin, comment j'organise le savoir, comment je réfléchis à mon plan, à quelle pédagogie je vais choisir. Enfin, l'IA pour moi c'est juste un outil qui va me permettre de pouvoir faire des QCM rapidement, raccourcir un texte par exemple, mais tout le processus créatif c'est moi quoi. Je ne vais pas le déléguer à l'IA. Ouais. C'est excellent, je m'attendais à une réponse, le contact avec les élèves en classe, donc ça bien sûr, mais effectivement tu reviens là au cœur, c'est ta liberté pédagogique, c'est comment l'IA c'est un moyen, et toi ce qui t'intéresse c'est de pouvoir enfin faire ces parcours pédagogiques que tu as toujours voulu faire, où tu vas pouvoir adresser de façon beaucoup plus personnalisée. Tu parlais de la différenciation pédagogique, je pense que c'est ce qui est le plus difficile. J'en ai beaucoup souffert moi à l'école quand j'étais plus jeune, parce que aujourd'hui, on est beaucoup plus à jour sur tous les troubles 10 et toutes les singularités individuelles, mais quand on est en classe, c'est extrêmement difficile. Moi, avec un trouble de l'attention, j'écoutais pas la moitié de ce qui était dit en classe, j'avais la tête, comme on dit, dans la lune. Et donc, effectivement, pour la préparation de ton cours, c'est là où tu vois la différence pour tes gars. Ouais, écoute, c'est super. Et j'avais, pour Alain, chez tes enseignants, est-ce que tu as des... Ceux qui veulent pas y aller, est-ce que tu en as qui veulent pas y aller sur ces sujets d'IA, qui te disent moi je veux pas d'IA, et si c'est le cas, comment vous les écoutez, comment vous travaillez ensemble pour avancer ensemble? Alors à Neoma, j'en ai pas trop. Par contre, j'ai vu pas mal d'organisations et de structures un peu partout dans le monde d'ailleurs. On a malgré tout énormément de collègues qui effectivement ne veulent pas y aller. Alors il y a plein de raisons en fait derrière ça. Parmi les premières raisons, c'est que finalement, dans beaucoup de cas, ils se sont fait une opinion plutôt fin 2022, début 2023, avec le fameux truc de ça sait pas citer ses sources, et là le débat était plié, donc l'IA est nulle et on s'y intéresse pas. Bon, sauf qu'ils ont un peu oublié, et tu l'as rappelé très justement, c'est qu'en l'espace de 2 ans, ça a quand même énormément évolué. Je vous invite à tout simplement regarder le dernier modèle qui est sorti pas plus tard que hier. Il est assez bluffant en fait en termes de réelle efficacité, ne serait-ce que pour programmer des sites web ou des applications. Donc voilà, ça bouge énormément. Mais ils sont restés un peu campés sur ce truc-là. Moi, je crois surtout ça traduit en fait une forme un peu d'anxiété et de questionnement finalement, parce que la question de fond derrière ça, c'est je sers à quoi en tant que prof? C'est quoi mon rôle finalement dans le monde d'aujourd'hui? Et t'évoquais la création de contenu, et alors je partage en tout cas dans la manière dont tu l'as évoqué. En fait, moi, je parle plutôt de la création de l'expérience pédagogique. Et je pense que pour le coup,
Quand on parle d'expérience pédagogique, l'IA est beaucoup plus en difficulté, ou les IA sont plus en difficulté en fait pour créer cette expérience pédagogique. Parce que ça veut dire quoi une expérience pédagogique? Ça veut dire être en capacité de définir des objectifs pédagogiques, où est-ce qu'on veut emmener nos étudiants. Ça veut dire être en capacité d'emmener tous nos étudiants, quel que soit leur profil, leur mode d'apprentissage, leur facilité et leurs difficultés. Ça veut dire évidemment du coup de dessiner un certain nombre d'activités pédagogiques qui vont être complémentaires, qui vont suivre la courbe d'apprentissage, etc. Et ça, voilà, il faut avoir cette expérience-là de pédagogue. Et en fait, du coup, créer une expérience d'apprentissage, ça va bien au-delà, d'entre guillemets, juste lire un plan de cours et des slides. Et effectivement, là, du coup, on a un sujet très clair où si des collègues vivent leur activité comme je lis un support pédagogique, finalement, il n'y a pas tellement de supplément à ça, oui, là, il y a un vrai risque d'automatisation par l'IA, tant pour créer les supports que pour les lire. Aujourd'hui, ce n'est pas encore parfait, mais demain, ça évoluera énormément. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup ces craintes-là. Et donc du coup, comme quand il y a des craintes, très souvent il y a un rejet, parce que c'est plus facile de rejeter plutôt que de se poser un certain nombre de questions. C'est ce qui nous a amené à dire, formons massivement. D'ailleurs, on sort des murs de l'école, puisqu'on accompagne un certain nombre de professeurs de classes préparatoires qui sont un peu confrontés dans des injonctions paradoxales du ministère, où finalement on leur dit il faut y aller, mais on leur dit pas comment, on leur dit pas avec quel outil, puis on les forme pas. Et puis de l'autre côté du spectre, ils ont en classe des élèves finalement qui eux utilisent pas forcément bien, et tout ça se retrouve quotidiennement dans la salle de classe. Donc la vision, c'est vraiment, je crois qu'il y a un questionnement colossal à avoir sur l'expérience pédagogique. Quel est notre rôle en tant qu'établissement, en tant que professeur? Quel type d'expérience on veut promouvoir? Et je vais terminer la réponse sur l'exemple que tu donnais. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de créer, de générer des choses, que ça soit du design d'intérieur, du site web, des applis mobiles, des applis, enfin bref, ce qu'on veut. Je crois qu'une vraie compétence qu'on a intérêt à développer chez nos élèves et chez nos étudiants, c'est la notion à la fois de curiosité, de les rendre curieux de tout, et surtout cette notion de ce que j'appelle le prototypage. En fait, un des trucs qui fera la différence demain dans le monde du travail, c'est finalement des parcours où ils auront tenté des choses, créé des choses, réfléchi sur du design d'intérieur, sur, j'en sais rien, le parcours historique, et d'essayer de créer une vidéo sur le parcours de Jules César, Napoléon, enfin peu importe, et de se confronter finalement au processus à la fois de prototypage et de création de ce truc-là, et évidemment à ce que ça génère en termes de réaction une fois qu'ils le présentent à droite à gauche. Et je crois que ces deux notions de curiosité et de prototypage, c'est des choses qu'on a intérêt à développer, tant dans le scolaire d'ailleurs que dans le supérieur. Je te rejoins complètement sur cette partie-là. Nous, on le voit dans notre activité, c'est exactement ce qu'on fait. Ce que je vous ai montré à l'écran, il y a 90% de développement qu'on a fait, qu'on n'a pas du tout intégré dans la solution parce qu'on l'a mis à la poubelle. Et c'est le vrai sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir itérer, travailler, faire du prototypage et tester de façon avec beaucoup de vélocité. On parle beaucoup de résilience, mais on est vraiment à l'ère de la résilience. Sans résilience, on se casse la figure. L'un des sujets, je parle beaucoup de l'enlisement, de l'engagement. Avec l'IA, on investit massivement. Nous, en tant qu'entreprise, on investit massivement dans notre technologie. Typiquement, on a une architecture qui est agnostique, souveraine, etc., pour préserver la sécurité de nos utilisateurs. Mais tous ces développements-là, parfois on investit dans l'IA et en fait on le fait et ça fonctionne pas tout simplement en fait, mais aussi on se trompe ou ça fonctionne pas. Et l'un des sujets qu'on aura aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, mais enseignant et dans nos activités, c'est pouvoir se dire on teste, on mesure l'impact, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, il faut pouvoir prendre une autre décision et tester autre chose. Il ne faut pas qu'on reste dans nos investissements et qu'on continue, qu'on s'obstine. Nous, on a essayé de le faire et on a failli mourir à cause de ça. Quand on développait nos propres modèles avant l'ouverture de ChatGPT, on avait des modèles open source qu'on entraînait. On n'a pas voulu basculer sur OpenAI. OpenAI est arrivé et en fait, ils étaient 10 fois meilleurs que nous. Donc, on a failli en fait rater le développement de Knowledge parce qu'on a eu peur de se retirer de cet investissement-là. Et donc, les élèves et les étudiants
il faut il faut les prototypages, il faut qu'ils testent des choses. Et nous aussi, on a cette responsabilité de dire, on va tester, parfois ça fonctionnera, parfois ça fonctionnera pas. Et continuer à tester parce que de toute façon, le changement qui est en train de s'opérer avec l'IA, c'est un changement qu'on ne peut pas empêcher, même absolument pas. Il nous reste 10-15 minutes. Je vous propose de poser vos questions et s'il y a des questions. On a beaucoup parlé, je suis sûre qu'il y a des questions. La première question. Moi, j'ai plutôt une question plus pour Alain. Je travaille aussi pour une école dans le supérieur. La question de l'IA, on se la pose depuis un moment. On parlait des évaluations et comment faire pour bien évaluer le candidat et pas uniquement l'IA, justement. Est-ce que c'est simplement rajouter dans les grilles d'évaluation des points très précis sur l'usage de l'IA ou est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres solutions voilà. Alors sur la question de l'évaluation, pour évaluer le candidat, alors au moment des admissions en école ou une fois chez nous? Les deux? Ouais. Non mais bon, une fois encore, hein, la plupart du temps, un prompt naïf amène un contenu naïf, donc clairement nous, ça nous intéresse absolument pas de corriger le résultat et la génération d'un modèle d'IA. Du coup, à l'intérieur de ça, on a scanné en fait l'ensemble de nos pratiques d'évaluation pour s'assurer qu'on n'était pas trop dépendant ou trop à risque autour des IA génératives. De deux, évidemment, ça a redonné un énorme coup de boost finalement aux examens sur table dans un environnement maîtrisé. Alors ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire crayon papier d'un côté, ou ça veut dire ordinateur verrouillé avec des solutions de verrouillage qui tiennent la route. Ça a redonné un peu plus de place à l'oral, même si évidemment Neoma c'est 10 000 étudiants, hein, donc on ne peut pas organiser des soutenances orales comme ça pour l'ensemble des cours, donc on est obligé de faire un mix un petit peu de tout ça. Et puis surtout, ça nous a amené à nous questionner sur comment on s'assure effectivement de l'usage ou non de l'IA. Et là, typiquement, hein, il y a des process assez intéressants où du coup, plutôt que de regarder juste le résultat final, en fait, on va s'intéresser au processus de construction du document avec des métriques à l'intérieur de ce processus de construction. Typiquement, si vous vous rendez compte que tout d'un coup, il y a 4 pages qui sortent en copier-coller, en fait, il y a une très forte probabilité que ça soit généré par une IA. Et si le document n'est qu'une somme de 4 pages en 4 pages comme ça, sans aucune modification derrière, c'est pas très intéressant. Donc voilà, il n'y a pas une réponse unique, hein, il y a pas mal de manières de le faire, mais on pourra s'en reparler dans le détail. Merci beaucoup Alain, merci pour la question. Alors moi, c'était pour vous directement, pour Knowledge. Je suis chef d'établissement. J'ai été amenée à former des enseignants à l'IA en général, et notamment sur le Knowledge. Vous étiez engagé auprès de l'Académie de Versailles au côté lycée. Et vous aviez dit l'année dernière que ça viendrait vers les collèges. Qu'en est-il de l'accès à Knowledge pour l'ensemble des enseignants? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, j'ai eu l'occasion d'aller hier voir une directrice d'école. Et en fait, j'étais assez surprise parce que les enseignants du premier degré, quant à eux, là, sur toute une école, aucun enseignant n'utilisait l'IA. Et dans les formations que j'ai pu faire auprès des enseignants, moi, dans un lycée, donc sur 90 profs, il y avait 3 enseignants qui l'utilisaient. Et sur un collège, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Donc en fait, je pense qu'il y a un décalage. Et là, il va falloir, par exemple, au niveau du supérieur, il y a un décalage assez important. Alors ça va changer vite, hein, je pense, mais il y a un décalage très important entre la formation des enseignants d'un côté et de l'autre, me semble-t-il. Mais j'aimerais bien votre avis sur ce sujet-là. Alors, sur la première question, donc effectivement, s'il y a des enseignants qui sont en région Île-de-France, dans les lycées en région, donc en fait, on a Knowledge accessible à tous les lycées de toute la région Île-de-France, parce que c'est avec la région Île-de-France. Pour les collèges, c'est possible aussi d'y avoir accès. On travaille toujours à convaincre en fait les collectivités pour pouvoir déployer plus massivement. Pour l'instant, c'est plutôt en direct qu'on arrive à déployer la solution. Et on continue à travailler sur des solutions, notamment avec des acteurs du privé. Je ne vais pas faire l'annonce aujourd'hui, mais pour pouvoir déployer plus massivement dans les collèges.
Il est vrai que l'écosystème, nous, ce qu'on a observé, c'est que l'écosystème numérique dans le SCO et dans le SUP ne sont pas les mêmes, et forcément, ça a un impact, en fait, dans l'accessibilité et dans l'accès à l'acceptation à l'IA. Dans le premier degré, c'est vrai qu'on n'a pas forcément on n'a pas les LMS, on n'a pas les plateformes, et forcément, on embarque moins. La question qui se pose, c'est de ne pas creuser les inégalités qui existent déjà. Et donc, on travaille d'arrache-pied pour pouvoir mettre entre les mains des enseignants le plus tôt possible une IA, là, pour le coup, qui est éthique, mais on y travaille. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Sur la deuxième question, oui, clairement, il y a des disparités. Maintenant, ce que je vous expliquais autour de Neoma, il ne faut pas vous dire ah ouais, génial, dans le supérieur, c'est tout comme ça. Hein. Neoma fait plutôt partie des exceptions, y compris dans le supérieur, dans la vision et le déploiement de ces sujets-là, parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, on a pu le faire. Maintenant, clairement, le sujet, c'est former massivement l'ensemble du corps professoral, que ce soit dans le primaire, le secondaire ou le supérieur. Et je crois que c'est une question fondamentale. Et ça nécessite du temps et des moyens. Mais le sujet reste réel aussi dans le supérieur. Hein, c'est un peu le sens de mon message. Le deuxième aspect, c'est aussi, je crois, se poser de vraies questions sur comment on déploie finalement le contact aux IA génératives. Alors, pas tant du côté des collègues enseignants, parce que là, ça vient, comme tu l'utilises toi, aider, nourrir le geste pédagogique, la création d'expériences pédagogiques, et autant il faut former, mais là, voilà, le corps enseignant, je crois, est assez responsable pour avoir un usage pertinent de ces technologies-là. En revanche, il y a une question qui n'est toujours pas traitée en France et qui est problématique, c'est quelle place on donne à cet outil entre les mains des élèves et des étudiants. Alors pour le coup, moi, quand je suis dans le supérieur, j'ai envie de dire, ils sont entre 3 et 5 ans avant l'entrée dans le monde professionnel. Donc la question, elle ne se pose pas vraiment. C'est on doit les former à l'usage intelligent. Par contre, plus on remonte, plus ma conviction, et là c'est une conviction personnelle, plus il faut doser justement l'exposition et l'explication. Et typiquement, je considère que dès le primaire, il faudrait leur expliquer, que ça existe, que non, ça n'est pas nécessairement de l'intelligence, pour éviter le fameux syndrome de moi en tant qu'humain, je suis moins bien, moins bon, moins performant, moins je sais pas quoi, et positionner réellement ça sans forcément pousser vers l'usage, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que tous les grands acteurs du numérique poussent ça sur toutes les plateformes que les enfants qu'on a en face de nous, les adolescents puis les jeunes adultes, utilisent au quotidien. Donc en fait, pour le moment, l'ensemble de notre système scolaire et éducatif est un peu en décalage par rapport au raz-de-marée sur le sujet. Merci beaucoup Alain, et je pense qu'effectivement c'est important de pouvoir les embarquer beaucoup plus tôt. Ce qu'on voit, les plateformes, les gamins aujourd'hui, il faut dire ce qui est, ça m'attriste, mais ils sont sur TikTok. Sur TikTok, on diffuse maintenant des deepfakes, donc des images générées avec de l'IA générative où on n'arrive même plus à faire la différence entre est-ce que c'est réel, est-ce que ce sont de vraies images, souvent sur si vous voyez des vidéos avec des petits chats, etc., ou est-ce que ça a été généré par une IA. On est incapable de faire la différence. La seule façon de pouvoir voir cette différence, c'est si on indique que ça a été généré par une IA, et je suis même pas certaine que les gamins lisent le fait que c'est généré par une IA. Donc il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Vous aviez une autre question? Non? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah. On vous écoute. Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est un peu pour répondre à certaines questions qui ont été posées. Alors, moi, je suis dans une école où l'IA est obligatoire pour tous les devoirs. Et on a une note méthodologique à faire pour chacun de nos devoirs pour expliquer quelle IA on a utilisé. Donc ça nous pousse à en utiliser plusieurs. Quel prompt on a utilisé, quelles ont été les réponses, quel est le pourcentage de notre devoir qui a été rédigé par l'IA, quel est le pourcentage qui a été rédigé par nous. Et alors oui, évidemment, on peut demander à l'IA de rédiger la note méthodo pour nous, mais là, vraiment, on perd tout l'intérêt. Donc, on peut pousser et se dire « Ah, mais de toute façon, l'étudiant va utiliser l'IA pour la note méthodo ». Mais je pense que ce n'est pas le principe. Enfin, je pense qu'il faut aussi avoir confiance dans l'étudiant à ce niveau-là. Et après, par rapport à éduquer, même dès le plus jeune âge, sur qu'est-ce que c'est l'IA,
il y a déjà des dispositifs mis en place pour éduquer les parents, les enseignants, les enfants à qu'est-ce que c'est l'IA, comprendre exactement qu'est-ce que c'est pas aussi, comment est-ce qu'on l'utilise, quelles IA pour quel âge, et l'enjeu citoyen qu'il y a derrière. Et voilà, si vous avez des questions sur ça, j'ai des exemples en tête. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je crois qu'on arrive au bout de notre séance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas d'autres questions. Globalement, ce qu'on retient, c'est qu'il faut donc former très rapidement. Et dès maintenant, il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer. Et puis le plus grand risque qu'on observe au quotidien sur ces IA, c'est effectivement le risque de s'endormir. On parle beaucoup de brain rot, ce cerveau qui est en train de presque pourrir parce qu'on ne l'utilise plus. C'est souvent la question qu'on nous pose très souvent, c'est comment on fait en sorte de ne pas s'endormir derrière le volant. On fait en sorte de ne pas s'endormir derrière le volant de l'IA en étant en participant finalement au développement, presque j'ai envie de dire, de ces IA et en s'emparant tout de suite des sujets d'IA très tôt, en tout cas chez les professionnels de l'éducation. Merci beaucoup Mathilde, merci Alain, merci à tous, merci de votre attention. Nous avons également un stand Knowledge si vous souhaitez voir la solution. J'ai vraiment fait une démonstration rapide, mais n'hésitez pas à venir nous voir, même si vous avez des remarques ou des partages aussi des témoignages à nous partager. On serait ravis de vous écouter. Merci beaucoup.